Bien, bonjour à toutes et tous. Je vois que vous êtes nombreux. On va essayer de ne pas faire de l'arsène avec le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Jusqu'au bout, derrière? Parfait. Donc Thomas Merdinger, je suis chargé de projet transition énergétique à l'AREC Île-de-France, qui est l'agence régionale énergie-climat, département de l'Institut Paris-Région, et j'anime le Club Hydrogène Île-de-France. Ouais. Et c'est à... Oh là là. Et c'est à ce titre qu'on anime cette conférence sur les enjeux de massification de l'hydrogène en Île-de-France. Donc Île-de-France, région capitale, région de 12 millions d'habitants, avec à peu près 6 millions de véhicules, avec une zone à faible émission dans laquelle on est d'ailleurs, avec des enjeux de circulation, de changement de motorisation de véhicules, d'industrialisation de solutions. Et donc l'idée de cette conférence, c'est déjà vous dresser un panorama de ce qui existe en Île-de-France, parce qu'on connaît les taxis qui tournent depuis maintenant 7 ans, mais il y a de nombreux autres projets, tant dans les stations, les groupes électrogènes, les véhicules, des projets d'écosystèmes territoriaux, des projets de R&D, d'expérimentation sur de nombreux sujets, sur le fluvial, le terrestre, et à terme l'aéroportuaire. Et l'idée de cette conférence, c'est à partir de ce panorama, vous présenter un panel d'acteurs franciliens, donc que je vais vous présenter juste après, et des perspectives aussi de développement, notamment en termes de consommation et de besoins en infrastructure, et donc forcément pour les offreurs de solutions, de perspectives de marché. Et je pense que c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi nombreux. On tient un stand aussi qui se situe au bout de l'allée, et donc on vous invite aussi à venir nous voir. On a toute la journée et demain également des présentations de membres du Club Hydrogène. Donc ce sont des acteurs de la filière, des collectivités qui réfléchissent à l'hydrogène. Et je suis désolé du Larsen. Juste pour commencer, juste pour vous faire un panorama. Je vais parler plus fort. Ok. Bon. Pour vous dire comment on va procéder dans la matinée, alors elle a un peu évolué par rapport à cette diapo. Donc l'idée, c'est de vous présenter voilà, ce qui est en train de se passer et la stratégie de la région Île-de-France. Et donc ce panel avec 3 entreprises qui sont i7Co, donc entreprise qui déploie des stations et des flottes, notamment de taxis. IVIA, qui est une filiale de Renault avec Plug Power sur les utilitaires hydrogène qui sont d'ailleurs à proximité, qui sont en partie fabriqués sur le site de Flins, et Blandine Landfried du groupe ADP, donc Aéroport de Paris, qui va nous parler de la stratégie hydrogène des aéroports. Déjà, ce qui est en train de se mettre en place et ce qui est en train d'être réfléchi, notamment dans la perspective des avions hydrogène. Et je vais vous inviter à venir sur la table avec moi. Oui, sur la table. Non. Autour de la table. Donc, hop. Alors. Voilà. Donc, pour commencer, pour vous dresser ce fameux panorama de la région, alors la carte est affichée en grand sur notre stand. Avec un petit zoom, vous voyez qu'on est une région avec une zone à faible émission, comme maintenant de nombreuses métropoles, qui est mis en place depuis maintenant quelques années et qui continue son rythme de déploiement. On est une région avec de nombreuses zones logistiques et traversée par l'axe fluvial avec la Seine, la Marne et l'Oise, et des autoroutes d'intérêt national et européen, donc qui peuvent répondre aux objectifs d'infrastructures en carburant alternatif, dont l'hydrogène, et avec déjà des projets, enfin déjà des stations en opération, parmi les plus grosses de France. D'ailleurs, on aura un petit exemple, enfin un grand exemple même, des projets de déploiement de stations qui ne maillent pas encore tout le territoire, puisque le territoire reste large, mais déjà qui permettent d'avoir une visibilité finalement du déploiement de l'hydrogène, et donc
une certaine confiance en l'avenir sur ce fameux verrou de l'œuf et de la poule, et on y reviendra. Et enfin, des projets plutôt de R&D sur l'injection d'hydrogène dans les réseaux gaz, sur les électrolyseurs par rapport au réseau électrique, sur une berline aussi, une berline haut de gamme qui est en cours de prototype sur le site de Montlhéry. Voilà, donc cette carte est disponible sur notre stand et je vous invite par la suite à venir nous voir. Alors pour commencer ce panel, donc on a la chance d'avoir nos 3 entreprises franciliennes qui représentent fièrement la filière. J'avais une première question pour Monsieur Voisin, donc président d'Isetco. Déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire d'Isetco et qu'est-ce que fait Isetco ? Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. Ça va être rapide puisqu'en fait Isetco est une jeune société pionnière de la mobilité hydrogène et on a une activité opérationnelle qui a démarré il y a 18 mois. Et en 18 mois, on a positionné l'acteur numéro 1, leader en France, pour la distribution d'hydrogène et la gestion de flottes de véhicules légers à hydrogène. Concrètement, on a 2 activités principales. La première, c'est l'accès à l'hydrogène en tant que carburant pour les véhicules hydrogène. Donc des infrastructures, un réseau de stations de distribution et de production d'hydrogène. On est donc le premier en France. On a 3 stations qui délivrent de l'hydrogène tous les jours. Une sur l'aéroport de Roissy, une seconde sur l'aéroport d'Orly et la 3e, Porte de la Chapelle. On distribue de plus en plus d'hydrogène chaque mois et on a battu au mois d'avril 2022 un nouveau palier avec 6 tonnes d'hydrogène distribuées pour des usages véhicules légers dans le mois, au mois d'avril 2022. Donc on est sur cette trajectoire sur la partie infrastructure et dans un mois, on mettra en service une 4e station, Porte de Saint-Cloud, en plein Paris, qui sera, lors de sa mise en service, la plus importante station de cette nature en Europe, au moins en Europe. Donc 1 tonne de production sur site et distribution d'hydrogène, 1 tonne par jour. Et puis la trajectoire d'Isetco, c'est de continuer avec le même enthousiasme, la même vitesse, la même rigueur, notre développement sur la partie infrastructure, avec à minima une 12aine de stations à Paris en Ile-de-France, horizon 2024. Avec comme magnifique vitrine les Jeux Olympiques de Paris et la mise en avant d'une mobilité zéro émission qui a absolument que des vertus. Également, nous serons présents dans d'autres géographies, mais ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, donc je ne vais pas être trop long. Et enfin, en parallèle de cette activité d'accès qui permet l'accès à l'hydrogène, on gère tous les services qu'on peut imaginer, qu'on peut demander, qu'on peut exiger autour des véhicules hydrogène. Donc aujourd'hui, avec une flotte de 200 véhicules, essentiellement du véhicule à usage taxi, qui est une flotte qui se déploie de jour en jour, de semaine en semaine. Et donc on a là aussi l'objectif sur Paris 2024 d'avoir plusieurs milliers de véhicules disponibles qui roulent dans les rues de Paris et de la région. Merci beaucoup Loïc. On a parlé des stations sur les aéroports. Je pense que c'est une parfaite transition pour Blandine Landfried, qui est responsable de la stratégie hydrogène du groupe ADP, donc Aéroport de Paris, qui gère les grands aéroports, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord ADP, puis rapidement, mais comment avez-vous commencé à aborder l'hydrogène dans les... Oui, l'histoire de l'avion, non, on va éviter. Comment avez-vous commencé à aborder l'hydrogène sur ces aéroports ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous épargner l'histoire du groupe ADP, ça risquerait d'être un poil long. Donc, comme vous le savez, un groupe ADP, Aéroport de Paris, exploite et développe les plateformes aéroportuaires franciliennes, parmi lesquelles donc, les 3 grosses plateformes que sont Roissy-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Mais on n'oublie pas non plus la dizaine d'aérodromes d'aviation générale qui constituent le portefeuille du groupe ADP en Ile-de-France, donc Toussus, Logne,
Shell, enfin voilà, beaucoup d'aérodromes. Donc comment le groupe ADP a mis le doigt dans l'hydrogène en fait, l'histoire de l'hydrogène, l'aventure hydrogène a commencé pour nous en 2017 avec les 2 stations que Loïc Voisin a mentionnées. Alors si vous avez fait attention, il a dit que i7Co n'avait que un peu moins de 2 ans d'ancienneté, et moi je parle de 2017. En fait, c'est parce que les stations qui existent aujourd'hui sur Charles de Gaulle et sur Orly, qui sont effectivement opérées par i7Co, ont à l'époque été construites, je vois mon collègue d'Air Liquide, étaient construites par Air Liquide. Donc c'est comme ça que l'aventure a commencé, via la mise en service de 2 stations hydrogène dédiées à l'avitaillement des taxis. Et puis récemment, comme pour beaucoup d'entre vous, le mot hydrogène a commencé à résonner très très fort, et il a commencé à résonner d'autant plus fort pour nous et pour les acteurs du transport aérien qu'Airbus a annoncé l'arrivée de l'avion à hydrogène moyen courrier, donc l'avion entre 100 et 200 places, 200 passagers, à l'horizon 2035. Alors pour beaucoup, 2035 c'est très loin, mais pour un aéroport qui est sur des cycles d'investissement et de préparation très longs, 2035 c'est demain. Voilà, c'est pour ça qu'on a commencé et qu'on commence à s'y préparer plus fort dès aujourd'hui. Merci beaucoup Blandine. Après on va poursuivre avec Ivia. Donc pour terminer ce panel, donc Monsieur Holdelbach, vous êtes CEO d'Ivia. Est-ce que vous pouvez nous présenter de quel constat est parti Ivia, et puis finalement qu'est-ce qu'Ivia, qu'est-ce que cette aventure industrielle? Très bien, bonjour à toutes et à tous. Donc d'abord, je suis le plus jeune. On n'a pas 1 an. Le mois prochain, nous allons célébrer notre première année d'existence. Donc en juin 2021, Ivia a été créée de la réunion de 2 experts, 2 leaders que sont Renault Group, que vous connaissez très très bien, et ici à Evolution, vous connaissez aussi l'autre partenaire qui est Plug Power, le leader américain de l'hydrogène. Et pour donner un ordre de grandeur, tu mentionnais 6 tonnes par mois. Plug Power, d'ici la fin de l'année, c'est 70 tonnes de production d'hydrogène par jour. D'accord ? Voilà, donc ça c'est Ivia, d'où on vient. Pourquoi on a été créé? C'est très simple. C'est à la fois Renault et Plug Power sont dans la décarbonation et tous les employés de Ivia sont engagés vers cette décarbonation. Donc notre objectif premier, c'est zéro émission. Zéro émission. Ensuite, c'est un écosystème complet, c'est-à-dire qu'on fournit les voitures, mais aussi les stations, l'hydrogène, voire l'électrolyseur si nécessaire. C'est une entreprise française, avec tous nos sites, l'ingénierie, le siège. On a une usine que nous avons inaugurée au mois de mars, on y reviendra peut-être, où nous allons assembler notre pile à combustible. Et puis, la caisse, la voiture est fabriquée à Bâti, dans l'est de la France. Et le 4e point, c'était, là j'y vais, mais le fait qu'on ait les deux actionnaires principaux qui sont des leaders et des experts dans leur domaine. Et si on peut poursuivre sur Ivia, comment êtes-vous arrivé à l'hydrogène dans l'automobile et dans la mobilité? Parce que ça fait des années qu'on en parle, des années qu'on attendait que les constructeurs se positionnent sur ce sujet, et là, ça y est, c'est la première fois que Renault se positionne. Tout à fait. Et en fait, comme vous le mentionnez, Renault, ça fait une décennie qu'ils sont sur le véhicule électrique avec plusieurs offres depuis de très nombreuses années. Et en fait, Renault a été confronté à une difficulté qui, aujourd'hui encore, 10 ans plus tard, est encore un point dur, c'est le problème des stations de recharge, d'accord, les bornes électriques. Et donc, ce qui a été clair pour Renault, de dire, j'ai des clients pour qui l'électrique, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est vous et moi, quand on a pour notre quotidien, l'électrique, c'est parfait. Par contre, on a des clients professionnels qui ont un véhicule qu'ils utilisent de manière très intensive, le kilométrage, la charge, consommateur électrique, la vitesse. Et donc là, on arrive très rapidement à la limite de l'électrique. D'accord ? Donc pour certains clients, ça marche, mais la majorité, ça ne marche pas. Donc Renault et Plug ont dit, il faut qu'on trouve une solution. Et c'est l'hydrogène qui nous permet de faire ça. Et on a des utilisations qui peuvent atteindre jusqu'à 500 km d'autonomie. Justement, pour rebondir sur cette notion d'usage et d'usage pertinent de l'hydrogène, je pense qu'avec i7Co, on a un très bel exemple avec cette flotte de taxis qui tourne maintenant depuis 2015. Est-ce que vous pouvez nous faire
presque un retour d'expérience de ces utilisateurs qui tous les jours vont s'approvisionner en hydrogène, qui tous les jours roulent des centaines de kilomètres. Comment ça se passe pour eux? Comment ça se passe aussi avec les clients, peut-être, qui s'intéressent peut-être à la manière de propulser le véhicule? Ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Et effectivement, enfin, je rebondis sur ce qu'on vient de dire. La mobilité hydrogène, dans certains cas, c'est vraiment une réponse hyper pertinente, et notamment dans le cas des professionnels qui ont un usage intensif de leur véhicule. Donc le taxi, c'est un champ d'application qui s'impose dans ce cas-là. Et effectivement, on a aujourd'hui près de 200 taxis qui tournent à Paris en Île-de-France à l'hydrogène et qui tournent tous les jours. Donc ça fait référence au Citon que j'évoquais tout à l'heure. Et donc des taxis qui sont très contents de leur outil de travail, qui est un véhicule hydrogène. C'est zéro émission, c'est pas de bruit, pas d'odeur, et puis c'est un confort pour le chauffeur qui est amélioré puisqu'il y a peu de vibrations sur ce type de véhicule. Donc le retour d'expérience, il est excellent pour les chauffeurs professionnels. Il est également très bon pour le client final dans le cas du taxi, client final qui est comme vous, comme moi, qui monte dans un véhicule hydrogène et qui souvent va en profiter pour poser des questions sur l'intérêt de cette technologie, comment ça marche, est-ce que vraiment ça existe déjà, est-ce que c'est... parce qu'on parle souvent de l'hydrogène pour des horizons de temps 2025, 2030, 2035. Chez nous, en fait, la mobilité hydrogène, c'est aujourd'hui, enfin c'était hier, c'est aujourd'hui, c'est demain, et on est sur cette dynamique-là. Et enfin, pour rebondir sur ce que disait David tout à l'heure, effectivement, un des sujets principaux, et c'est de là que vient le positionnement de ICETCO, c'est bien de concilier avec harmonie le développement à la fois des infrastructures, des bornes d'accès et des bornes de recharge, et en même temps la gestion des usages. Voilà, donc nous, on a choisi de piloter les deux pour assurer un développement harmonieux et qui soit au bon rythme sur la mobilité hydrogène. Merci beaucoup. Alors pour poursuivre sur cette notion d'usage, je propose qu'on poursuive sur les aéroports. En quoi l'hydrogène devient une part prépondérante de votre stratégie de décarbonation et finalement en quoi elle consiste, cette stratégie hydrogène? Peut-être déjà maintenant, puis peut-être à plus moyen terme. Alors, à court terme, comme beaucoup d'acteurs territoriaux, de collectivités territoriales, finalement, les aéroports gèrent un territoire. Donc, on aborde l'hydrogène sous l'angle du développement d'écosystèmes territoriaux hydrogène. Donc, on est en train de travailler avec des partenaires industriels sur les trois grosses plateformes, donc le Bourget, Orly et Charles de Gaulle, pour développer de nouvelles stations, une offre complémentaire d'hydrogène qui permettent aux utilisateurs publics qui disposeraient de véhicules légers mais également de poids lourds, notamment tous nos opérateurs de fret, de logistique sur les aéroports, de venir s'avitailler en hydrogène. Donc ça, c'est vraiment dans une logique très comparable avec ce que font aujourd'hui les collectivités territoriales. La spécificité des aéroports, ça va être également d'adresser tous les usages très spécifiques des engins que vous voyez tourner autour des avions. Et ça, c'est des projets de moyen terme, enfin court-moyen terme, puisque c'est des projets qu'on a à l'horizon 2024-2025. Les aéroports s'engagent dans la décarbonation de l'intégralité des émissions de CO2 au sol. Donc on le fait en accompagnant la transition énergétique et environnementale de ces véhicules. Donc l'objectif, c'est pour une partie de ces véhicules qui tournent autour des avions, la batterie électrique fera parfaitement le job, mais on a identifié toute une gamme, toute une série de véhicules qui sont des véhicules très spécifiques, qui ont besoin de beaucoup d'énergie, qui traquent des avions très lourds, et pour lesquels on sait que la batterie électrique aujourd'hui ne sera pas complètement performante, donc on sait que l'hydrogène sera la solution. Donc voilà, donc on a des projets de stations hydrogène pour qu'elles adressent à la fois le sujet véhicule public, zone publique, poids lourd, mais également le sujet d'avitaillement de tous ces véhicules, dans ce qu'on appelle d'assistance en escale, d'engins d'escale, qui tourneraient autour des avions. Ça, c'est la partie vraiment court-moyen terme. On ne le fait pas seul, on le fait avec des partenaires industriels, Air Liquide, Engie et d'autres.
Et sur tout le volet transition énergétique des engins d'assistance en escale, on travaille avec nos assistants en escale qui eux-mêmes travaillent avec des constructeurs d'engins. Donc on a vraiment un travail extrêmement collaboratif qui vise à la fois à préparer la technologie. Je ne dis pas que la technologie c'est simple, mais on aborde aussi toute la question réglementaire et la question de l'intégration de ces véhicules pour que ça fonctionne autour et à proximité des avions. Voilà, c'est tout aussi complexe, je pense, que la technologie. Ça, c'est pour ce qui nous occupe à court moyen terme. Et la vision prospective de long terme, comme le disait Thomas, c'est l'avion à hydrogène. Alors, avant de vous parler du gros Airbus, je vais peut-être vous parler d'un marché qui émerge et dont on entend un peu moins parler, qui est le marché des avions régionaux ou d'aviation générale, de loisirs ou d'aviation sanitaire. Donc vraiment des petits modules de moins de 20 personnes, entre 2 et 20 personnes. Et en fait, on a toute une gamme, on a beaucoup d'avionneurs en fait, qui sont en train de préparer des démonstrateurs. Donc on envisage à terme toute une gamme d'avions légers qui fonctionneraient en fait avec de l'hydrogène via une pile à combustible. Et notre rôle à nous, en fait, ça va être également d'accompagner le développement de ces avions, alors non pas en devenant avionneur, mais en tant qu'opérateur d'infrastructures aéroportuaires, en mettant à disposition les infrastructures et en leur garantissant l'accès à l'hydrogène le jour où ils en auront besoin pour réaliser leurs démonstrations. Et donc on est en train de travailler avec ma collègue Virginie là, à la définition de plusieurs partenariats avec plusieurs avionneurs. Et puis bien sûr, on travaille avec Airbus depuis 1 an et demi. On travaille avec eux et notamment aussi avec Air Liquide à la préparation de l'arrivée de l'avion à hydrogène. Donc voilà, 2035, Airbus annonce commercialiser des avions de 100 à 200 passagers. Donc dès 2035, bien avant 2035, il faudra qu'on soit prêt. On travaille aujourd'hui à la définition, à la préparation de cette chaîne logistique, à quoi ça peut ressembler, comment est-ce qu'on va produire l'hydrogène, où, comment est-ce que cet hydrogène va être acheminé jusqu'aux plateformes, comment il va être stocké, sous quelle forme, et comment on va l'acheminer jusqu'aux avions. Alors je ne peux pas vous dévoiler aujourd'hui les premières réponses, mais pour ceux que ça intéresse, rendez-vous au Passenger Terminal Expo le 17 juin prochain, et promis, on vous dira tout. Mais en tout cas, ce qu'on a déjà pointé, c'est le rôle de game changer de cette aviation à hydrogène, puisque dans les premières années d'émergence de l'hydrogène, c'est quelques dizaines de tonnes par jour, mais très vite, à partir de 2040, on va franchir la centaine de tonnes par jour pour arriver dans les années 2050 à vraiment plusieurs centaines de tonnes par jour. Donc vous voyez, on n'est plus du tout dans les notions de quelques centaines de kilos ou quelques tonnes distribuées par jour. On passe vraiment à l'échelle des gigafactories. Donc d'où toutes les questions qu'on a d'acheminement, de production et d'acheminement de l'hydrogène dans cette perspective-là. Merci Blandine. Alors, je vous propose qu'on redescende sur Terre avec plutôt la mobilité terrestre. Et donc, sur IVIA, donc là, on a quand même abordé ces notions d'écosystème, donc infrastructure de production, distribution et usage. Et ce que je voulais voir avec vous, IVIA, c'est finalement, au-delà du véhicule, c'est quelle offre vous proposez en tant qu'écosystème global sur l'hydrogène. Parce qu'on le voit, s'il n'y a pas de station et s'il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a pas de véhicule. On est tout à fait d'accord. Donc effectivement, IVIA se positionne en écosystémier avec les voitures. Donc on a 3 voitures que l'on a présentées de manière prototype. Donc la base, c'est le Renault Master. On a le fourgon qui fait 12 mètres cubes. Le châssis cabine qui est ici exposé, qui peut aller jusqu'à 20 mètres cubes et qui peut être équipé de nacelles ou bien de version frigo. Et puis le 3e véhicule pour les aéroports, c'est le Citybus par exemple pour amener les équipages. Donc ça, ce sont nos 3 voitures. Et effectivement, s'il n'y a pas d'hydrogène, elles ne fonctionnent pas. Donc nous, on se positionne avec des bornes de recharge, des stations de recharge pour le privé. C'est-à-dire que c'est l'aéroport ou les grandes flottes qui ont des grands entrepôts. À ce moment-là, on peut se positionner.
Sur la voie publique, on va discuter avec Assetco et des partenaires comme Loïc pour faciliter l'usage. Encore une fois, c'est essentiel que pour le client, c'est un outil de travail, il faut que ça marche tout le temps, il faut qu'il ait l'hydrogène tout le temps. Et enfin, pour ces partenaires avec qui on travaille sur le secteur privé, donc la station privée qui est dans l'entrepôt, on peut les accompagner sur l'hydrogène vert abordable et l'électrolyseur s'ils ont de l'énergie renouvelable à proximité. Par exemple, à Flins, nous allons installer notre propre électrolyseur pour fabriquer l'hydrogène que nous allons utiliser pour valider toutes nos piles et toutes les stations que nous allons construire. Justement, on parle du site de Flins. Alors, les filières automobiles en Ile-de-France, c'est quand même un lieu historique de la production automobile. Le site de Flins a eu plusieurs vies, on va dire, et plusieurs avenirs ou non-avenirs. Là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est une renaissance avec le projet Refactory. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment IVIA s'intègre dans ce renouveau de la filière automobile? Tout à fait. Donc, l'usine de Flins est en train de subir une transformation remarquable et unique en son genre. Et donc, dans ce cadre, il y a du recyclage de batteries, il y a une usine de véhicules d'occasion. Donc, en fait, il répare et améliore la valeur résiduelle de ces voitures. Et nous, on s'installe dans le cadre de la Re-Energy, donc tout ce qui est transition énergétique. Et dans ce cadre, pas plus tard que hier matin, l'équipe fabrication a accueilli le roi de Suède, parce que ce que l'on fait dans ce cadre de la Refactory, ça interpelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une économie circulaire et nous, on s'intègre complètement à cela. Et donc, nos opérateurs aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, j'en suis particulièrement fier, dans le sens où c'était des gens qui étaient sur la ligne d'assemblage de voitures et qui ont pris le risque de nous rejoindre, de s'engager dans la transition énergétique, d'être formés. Ils sont partis aux États-Unis, terminent leur formation et aujourd'hui, ils commencent à assembler les piles à hydrogène qui sont made in France. Et dont le site a été inauguré la fin mars. Absolument, le 15 mars, nous avons fait l'inauguration. On a eu un parterre de journalistes internationaux. Et là encore, ça m'interpelle vraiment d'avoir ces opérateurs qui sont super motivés. Et du coup, ils ont eu l'opportunité de discuter avec des journalistes, de leur expliquer leur aventure. Donc vraiment, c'est une aventure exceptionnelle. Merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on poursuive avec Assetco. Voilà, là, on a parlé aussi adaptation de la filière automobile. L'enjeu aussi en Ile-de-France, c'est une région capitale, 12 millions d'habitants. C'est très dense, le foncier est complexe. Les problèmes d'acceptabilité ne sont pas encore arrivés avec l'hydrogène. Pour l'instant, je pense que les gens ne sont pas encore trop au fait. Vous avez quand même un retour d'expérience d'installation de stations. On a parlé de celle de Porte de Saint-Cloud. Je vous invite d'ailleurs à la visiter. Assetco propose des visites de cette station, donc 1 tonne par jour, en milieu urbain, au-dessus du périphérique et en face d'habitation. Je pense que là, le challenge ne pouvait pas être aussi fort que ça. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience sur finalement comment on installe l'hydrogène en ville? Tu as cité en fait le champ de contraintes maximal, mais effectivement il y a un certain nombre de défis quand on choisit de déployer un réseau d'infrastructures hydrogène. D'abord il y a des défis technologiques, il y a des défis de passage à l'échelle. Mais effectivement, nous, on a choisi de rajouter encore une couche de défi avec la densité qu'on peut trouver dans le tissu urbain à Paris, en Ile-de-France. Globalement, si j'en tire quelques retours d'expérience, premièrement, il y a une acceptabilité qui est, jusqu'à aujourd'hui, plutôt très facile. C'est-à-dire que, on le voit bien, dès qu'on parle d'hydrogène, en fait, on attire. On attire, et plutôt des gens qui s'intéressent, qui sont curieux, qui ont envie de comprendre, et finalement des ondes qui sont plutôt très positives. Donc il y a beaucoup de sujets techno, beaucoup de sujets réglementaires, beaucoup de sujets liés à la sécurité, par exemple. Mais il y a quand même un engouement et une envie de faire, en tout cas de trouver des solutions pour faire. Et ça, c'est le premier point que je retiendrai. Et c'est vrai de la part des autorités franciliennes, que ce soit la région, la ville de Paris, les collectivités locales, mais également toutes les autorités compétentes qui se penchent sur nos projets. Et enfin, c'est le cas également du grand public. Alors, je reprends l'exemple de la Porte de Saint-Cloud, puisque là, effectivement, notre station, elle est à, peut-être 15 mètres des premiers logements. Et on est dans le 16e, donc c'est
On a eu des discussions avec les riverains depuis le départ, avant même de commencer les travaux, et à 98%, ça a été des échanges extrêmement agréables, extrêmement constructifs, où il s'agissait plutôt d'expliquer ce qu'on allait faire, ce qu'on allait proposer comme projet. Donc excellent retour de l'ensemble de la communauté au sens large francilienne. Ensuite, il y a un autre défi quand même qui est effectivement prégnant en Ile-de-France, c'est le foncier. Donc avec un foncier qui est très rare, et donc on se retrouve avec des parcelles sur lesquelles on va accumuler les contraintes. Ce qui est le cas encore une fois Porte de Saint-Cloud, où là on construit sur le périphérique, et puis dans un environnement très proche d'immeubles d'habitation. On sait gérer, c'est un sujet, c'est que c'est un peu plus cher, c'est même parfois beaucoup plus cher, mais enfin bon, c'est la donne aujourd'hui à Paris en Ile-de-France. On a ensuite des terrains qui sont plus éloignés de Paris et où on va trouver plus de place et moins de champs de contraintes. Voilà, mais ce n'est pas la question, mais en revanche, si je peux en profiter pour dire un mot, on a un champ de contraintes qui est formidable, on a des défis qui sont super excitants, mais qui restent des défis. Le défi principal, si tu m'avais posé la question, pour moi, ça reste celui des ressources, et les ressources humaines, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui vont rejoindre nos projets. On est sur un déploiement qui est absolument magnifique, qui est très, très intense, qui est presque violent parfois. Et donc la clé de la réussite, la seule limite, le seul frein au développement, c'est les ressources humaines, c'est les femmes et les hommes qui vont avoir l'enthousiasme de rejoindre des projets comme les nôtres. Alors, commencer par ICETCO évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais voilà, c'est je pense un sujet prioritaire en fait pour garantir la réussite de nos entreprises, de nos projets aujourd'hui. On peut parler aussi d'un autre défi, c'est la question de l'approvisionnement en hydrogène renouvelable et bas carbone. Alors comment ça s'intègre aussi dans la stratégie d'ICETCO et comment déjà ça a été mis en place? Parce que les 6 tonnes d'hydrogène, ils sont bien produits quelque part. Alors ça fait partie d'un des défis, effectivement, qui est un défi pour ICETCO, qui est un défi pour la filière hydrogène en général et en Ile-de-France en particulier. Au départ, nous, à ICETCO, on n'avait pas vocation à produire de l'hydrogène. On a choisi de produire de l'hydrogène sur site dans un certain nombre de cas pour garantir aujourd'hui l'approvisionnement en hydrogène bas carbone. Dans un monde idéal qu'on espère le plus rapide possible, on aura accès à l'hydrogène vert directement qui viendrait alimenter nos stations de distribution. Et c'est ce modèle-là qu'on vise avec un certain nombre de partenaires. Donc, tu citais tout à l'heure Air Liquide, il y en a d'autres. Mais c'est vraiment un défi en fait pour l'ensemble de la filière, encore une fois francilienne et française, de garantir le passage à l'échelle en approvisionnement en hydrogène et en hydrogène évidemment qui soit vert. Merci beaucoup. Et peut-être pour conclure, je vais vous inviter tous les trois à peut-être aussi faire... C'est quoi vos perspectives en Ile-de-France et qu'est-ce que ça voudrait dire aussi peut-être pas en termes de quantification d'hydrogène, parce que ça, on sait qu'on est sur des choses encore très hypothétiques qui vont dépendre de scénarios, de la place de l'hydrogène dans les mobilités, dans l'énergie ou dans les infrastructures, quelles qu'elles soient. Est-ce que vous pouvez nous dresser tous les trois votre opinion, votre sentiment par rapport à ce déploiement de l'hydrogène? Est-ce que cette massification tant attendue, est-ce que ça y est, on a mis le pied à l'étrier, ou il y a encore des validations à faire, des scénarios à concrétiser ou à bien préciser? Blandine, peut-être pour commencer? Je démarre. Est-ce que la massification tant attendue a démarré? Je ne sais pas. Je vais être tout à fait honnête. Je pense que du côté des énergéticiens, elle est là. Ils ont démarré, on échange avec eux très régulièrement et ils sont très présents. Les constructeurs, on vous voit de plus en plus présents de manière à proposer une offre très satisfaisante et qui va répondre aux enjeux des utilisateurs. Est-ce que les utilisateurs sont là? Je ne parle pas du particulier, mais même des utilisateurs professionnels. Je pense que c'est encore très timide. Très timide parce qu'en fait, je parle pour le monde aéroportuaire et le monde du transport aérien. Ce sont des acteurs qui ont été extrêmement fragilisés au cours des 2 dernières années. Investir aujourd'hui dans des engins hydrogène, ce n'est pas neutre. Donc clairement, ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin d'appui. Ils ont besoin de garanties à travers des mécanismes de soutien et ces garanties-là, aujourd'hui, ils ne les ont pas forcément toujours. Donc c'est pour ça peut-être qu'on peine à enclencher ce cliquet-là
qui est ils ont la volonté de le faire, mais il y a une réalité économique à laquelle ils font face. Hein, donc voilà, la volonté doit pouvoir être appuyée par des mécanismes de soutien. Donc c'est pour ça que quand Loïc Voisin disait que pour lui son principal défi était des ressources humaines, désolé, je vais ramener ça à un porte-monnaie, mais pour moi un des principaux défis pour les utilisateurs reste les ressources financières pour accéder à ces futurs engins, pour pouvoir les opérer, les maintenir et puis aussi engager la transition au niveau des femmes et des hommes à travers la formation et la formation des futurs utilisateurs. Maintenant, en ayant ce propos qui a l'air un peu pessimiste, j'y crois quand même à l'hydrogène. Je pense que voilà, c'est une formidable opportunité, c'est un formidable défi. Et puis à ceux qui sont agnostiques sur le sujet hydrogène pour le transport aérien, en disant que l'avion hydrogène c'est complètement utopique, ils ont le droit. Mais c'est pas grave, puisque je pense que l'hydrogène pour le transport aérien, il faut y croire quand même, puisque même si on ne croit pas à l'avion ou à hydrogène, on va croire au moins en les carburants aéronautiques durables, qui sont le kérosène donc durable, et une partie de ce kérosène durable va être produit à travers de la synthèse et à travers l'hydrogène. Donc quoi qu'il arrive, l'hydrogène, on va en avoir besoin dans des quantités énormes. Donc les aéroports vont vraiment être un game changer, quelle que soit la forme de consommation de cet hydrogène. David, pour poursuivre, peut-être un mot plus optimiste, mais... Non, mais absolument. Non, oui, tout à fait. Non, c'est extrêmement optimiste, je confirme. Donc nous, on a, grosso modo, ce qui se passe sur nos stands, c'est quand est-ce que les voitures arrivent. Ouais. Donc je vous confirme qu'elles arrivent dès que possible. Nous avons annoncé avec Big Green, donc ça c'est en Ile-de-France, donc notre premier pilote sur le Citybus. De la même manière, on prépare un autre pilote en région parisienne, et l'avantage, comme le mentionnait, c'est qu'on a une telle densité de clients potentiels, de partenaires potentiels en Ile-de-France qu'on sait qu'il va y avoir de l'activité ici. On était aussi au mois d'avril ensemble, porte de Saint-Cloud aussi, parce que une des difficultés, malgré ASETCO, le manque d'infrastructures publiques, donc ça c'est un réel challenge. Mais pour nous, effectivement, on est convaincu de la pertinence de l'offre zéro émission de l'hydrogène avec nos voitures, usage intensif, d'accord ? C'est pour ça que ça a du sens. Et donc, on accueille aussi, bien sûr, des gens talentueux, motivés, engagés, parce que c'est toute une aventure. On travaille beaucoup, intensément, mais passionnément. Voilà. Merci beaucoup, David. Et Loïc, pour terminer. Alors, moi, je suis beaucoup plus optimiste que Blandine, pour une bonne et simple raison, juste pour répondre sur la question du coût, qui est une vraie question, hein, l'accès à la mobilité hydrogène. Nous, en fait, on a tenu compte de ce champ de contraintes, et on a choisi, encore une fois, de développer à la fois les infrastructures et la gestion de la flotte hydrogène. Et ça nous permet de proposer aujourd'hui un package à nos clients qui est ultra compétitif. Et nos clients aujourd'hui, c'est essentiellement des artisans taxi. L'artisan taxi, c'est un super chef d'entreprise. Donc lui, son PNL, il l'a tous les jours dans la tête. Et on est capable de lui proposer un package mobilité hydrogène qui est ultra compétitif. Donc je pense que nous, sur la mobilité légère, usage professionnel intensif, on a répondu à la question. C'est pour ça que je me permets de rebondir. Je pense qu'on est tout à fait complémentaires. Mais pour répondre maintenant à ta question, Thomas, sur les perspectives, pour nous, c'est lancé. On est déjà passé à l'échelle. On a donc 200 véhicules qui tournent dans les rues tous les jours. Vous pouvez prendre un taxi hydrogène tous les jours. On a 200 véhicules qui sont sécurisés, qui sont à côté de chez nous, qu'on va mettre dans les rues de Paris dans les prochaines semaines, prochains mois. Et encore une fois, notre trajectoire, c'est plusieurs milliers de véhicules. Ensuite, il y aura, suivant ce qu'on aura comme accompagnement des pouvoirs publics, par exemple, ou des grands groupes qui sont un peu leaders dans les tendances, ça pourra aller plus ou moins vite. Mais quoi qu'il arrive, en 2024, je suis prêt à le parier, il y a plusieurs milliers de véhicules hydrogène qui tournent à Paris-Île-de-France. Si c'est très long, ça sera 3000. Si c'est un peu dopé, ça pourra être plus de 10 000. Merci beaucoup, Loïc. Alors, pour justement aller vers les institutions, je vais inviter Véronique Charbot, qui est référente hydrogène à la région Île-de-France, pour faire une conclusion, puis aussi pour présenter que fait la région Île-de-France en matière d'hydrogène. Et on va laisser quand même quelques minutes après aux questions, mais sinon on pourra poursuivre sur notre stand.
Et je remercie beaucoup nos panélistes. Je vais vous inviter à rester juste quelques minutes si on a des questions. Véronique, c'est à toi. Merci bien Thomas, bonjour à tous. Je ne vous vois pas bien à cause des spots, mais j'imagine que tout le monde est... Pardon. Vous êtes nombreux et nombreuses. Ça va bien, la régie? Merci. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui dans ce club hydrogène animé brillamment par Thomas. L'histoire de l'hydrogène à la région, mais c'est 2017. 2017, quand j'ai dit il faut faire un groupe de travail hydrogène et qu'on m'a dit c'est quoi ce truc. Donc aujourd'hui, je suis ravie de montrer que ce truc, ça marche et avec des grands acteurs autour de nous. Et puis j'aime bien l'idée d'abandonner le proverbe qui de la poule ou l'œuf, parce que là aujourd'hui, on l'a peut-être résolu quand même pour arriver à ne pas s'attendre mutuellement. On a parlé aujourd'hui d'un triptyque habituel en Île-de-France qui est production, distribution, usage. Mais avec nos représentants aujourd'hui, j'aimerais parler plutôt d'aujourd'hui, demain et après-demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est Hivia. Non, pas Hivia, pardon, Alcedco. Demain, c'est Hivia. Et après-demain, on ne sait pas quand, mais tout de suite, bientôt. Déjà maintenant. Oui, les aéroports et l'usage terrestre d'abord, et ensuite l'avion. Bon, la région travaille sur l'énergie renouvelable et bas carbone. Donc on est positionné avant tout sur l'électrolyse, l'électrolyse de l'eau. Et on a voté donc une stratégie énergie-climat en 2018 où commençait à apparaître l'hydrogène, plus d'autres énergies bien sûr, et une baisse des consommations. Parce que ça c'est vraiment un point important, on peut augmenter, trouver des solutions aux mobilités, mais il faut quand même penser d'une façon générale à la réduction des consommations. Et on a vu actuellement avec ce qui se passe à l'Est combien on est quand même fragile sur cette donnée. Donc, stratégie énergie-climat en 2018, suivie de la stratégie hydrogène en 2019, qui a mis en place ce club. Et des dispositifs. Donc aujourd'hui, on a des dispositifs d'aide au projet hydrogène, dont Hivia, Alcedco a bénéficié, au même titre que d'aide de l'ADEME et de l'Union européenne également. Donc, de la production d'hydrogène à partir d'énergie, d'électricité renouvelable et bas carbone. Nous avons un appel à manifestation d'intérêt qui est plus lié au territoire, à son maillage, à l'interopérabilité des stations. Et je tiens à signaler, quand on parle de stations publiques, on l'a dit, mais on n'est pas sur du véhicule privé. Quand on parle de stations publiques, c'est des stations ouvertes à l'ensemble des véhicules professionnels qui peuvent en bénéficier et sur un type de paiement identique avec du matériel identique pour commencer à réaliser un maillage du territoire. Nous avons un dispositif véhicule propre qui s'adresse aux véhicules hydrogène et électriques, mais très spécifique aux artisans. Et puis des aides aux études, parce qu'en amont, les territoires ont besoin de connaître leur potentiel et éventuellement leurs besoins et autres. Donc cette aide aux études. On travaille aussi, donc là je voulais aborder par le côté transition énergétique. Il est évident que l'hydrogène travaille nécessairement avec le transport, donc l'équipe transport, notamment transport de marchandises chez nous, les affaires européennes, puisque beaucoup de projets peuvent être européens, le développement économique également, et puis nous avons aussi Choose Paris Région qui travaille sur un AMI pour les aéroports. Je vous les cite parce que l'ensemble de mes collègues sont là aujourd'hui et vous pourrez leur poser des questions particulières par la suite. Donc, on a aussi un travail transversal, mais en externe, donc avec l'AREC, bien évidemment. Et puis, je tiens à le citer, c'est l'axe Seine aussi, qui est un point très important pour notre région. Nous avons une étude qui va être menée avec la région Normandie, qui devrait démarrer
d'ici, enfin, au deuxième semestre de cette année. Et nous avons aussi un appel à manifestation accélérateur du transport fluvial. Donc on vient d'avoir certains dépôts de dossiers qui sont peut-être plus dans l'innovation. Et je tiens quand même à signaler que cette AMI est portée par nous-mêmes, par la région Normandie, mais que, évidemment, Aropaport et VNF et l'ADEME y sont complètement associés. Donc vous voyez, en fait, ça va dans beaucoup de directions et impacte énormément de services ou de thématiques au sein de la région. On est conscient de points bloquants. Le foncier, évidemment, surtout sur l'agglomération dense. Sur la formation également, nous avons des compétences formation, mais là, c'est peut-être une seconde étape de voir si ce sont des compétences vraiment spécifiques à l'hydrogène ou si les métiers de l'électricité peuvent aller sur l'hydrogène. Ou du pétrole et gaz. Ou du pétrole-gaz. Quelques points bloquants, mais qui n'est pas abordé au niveau régional, ce sont tout ce qui est réglementation, sécurité et autres. Donc là, on laisse aux structures françaises travailler sur ces thèmes totalement généraux à la France. On a parlé du développement des véhicules. On a conscience aussi que le coût des véhicules est un point bloquant par rapport au diesel. Alors c'est difficile parce que comme on va plus pouvoir mettre de diesel, mais on compare quand même par rapport au diesel. Mais pour aujourd'hui, ça reste très important. Et puis la disponibilité des véhicules qui semble vraiment sur quelques temps de mise à disposition qui sont plus longs que ce qui est prévu en fait par les acteurs. Donc tout ça pour résumer sur une région qui a proposé en subvention plus de 10 millions d'euros jusqu'à présent. Donc ce sont des millions votés, pas annoncés, parce qu'il y en aura d'autres. On a d'autres projets qu'on va aider. Je vais citer quand même ce qu'on a pu aider, donc, qui sont sur cette carte. Il y a le projet de Créteil qui est de l'hydrogène de récupération, ce qu'on peut appeler de récupération, c'est-à-dire produit avec de l'énergie de récupération issue de l'unité de valorisation énergétique de Créteil. On produit l'électricité de récupération, on la met dans les électrolyseurs, on produit de l'hydrogène et on les met dans des bennes à ordures ménagères. Donc on a vraiment un vrai cercle vertueux. Donc le projet ICECO, le projet La Smile, ça c'est pour la production-distribution. En innovation, Film Drive, et puis que beaucoup connaissent sur l'usage dans les stations au niveau numérique. Et puis Phoenix également, plateforme d'essai pour tout ce qui est canalisation, vannes et autres, pour la molécule hydrogène. Voilà, évidemment, les Jeux Olympiques vont, je ne dis pas doper parce que ça ne se dit pas pour les JO quand même, vont accélérer la filière. Mais les Jeux Olympiques, c'est 2 fois 15 jours. Et on souhaite quand même une filière qui soit pérenne, qui soit assise, qui s'installe dans la durée. Voilà rapidement les différents points. Merci beaucoup Véronique. Alors je pense qu'on va plus avoir le temps pour les questions, mais par contre on va vous inviter à venir sur notre stand. Il y a un petit cocktail prévu dans 10 minutes. Je remercie vraiment tous nos intervenants. Je pense que ça fait un panel très représentatif et puis très finalement optimiste. Je pense que c'est le mot sur l'avenir de l'hydrogène en Île-de-France. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Non, mais je pense que c'est par rapport aux critiques de l'avion hydrogène qu'on peut voir, voilà. Et c'est vrai, c'est que ça intéresse. Je les remercie beaucoup et je vous remercie d'avoir participé avec assiduité à notre conférence. Merci.